Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire Préserver sa santé cérébrale proposé par votre mutuelle, M comme mutuelle. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais vous demander encore quelques minutes de patience. On va attendre que tout le monde se connecte, encore 2-3 minutes, et puis on pourra introduire et démarrer le webinaire. Je vous dis à tout de suite. Merci pour votre participation. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Préserver sa santé cérébrale. On a le plaisir d'avoir Madame Marion Lévy, qui est directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. Bonjour Marion. Bonjour. Marion animera pendant cette heure le webinaire. Je me permets juste d'introduire rapidement pour vous expliquer un peu les modalités de fonctionnement pour le webinaire. Vous avez deux onglets, un onglet conversation, un onglet questions-réponses. Voilà, si vous avez des questions à nous soumettre tout au long du webinaire, n'hésitez pas, on peut se mettre d'accord à les mettre sur l'onglet peut-être questions-réponses. Comme ça, on pourra tout centraliser là-dessus. Et puis voilà, je pourrais donner vos questions à Marion qui tentera d'y répondre comme elle le peut.
D'ailleurs, nous vous avons demandé, pardon, en inscription, voilà, si vous avez des questions en amont. Donc Marion a pu prendre en compte vos questions. Alors après, il y avait des questions un peu plus personnelles ou médicales où là, forcément, il n'est pas possible, voilà, d'avoir une réponse personnalisée ou là-dessus. Mais voilà, en tout cas, on a tenté au mieux de diriger ce webinaire. Euh, avec notamment vos questionnements. Du coup, je vais laisser Marion voilà, prendre la parole. Je vais faire un partage d'écran pour le support. Juste aussi pour vous dire qu'à la fin du coup du webinaire, je me permettrai de mettre dans le lien de conversation un questionnaire de satisfaction qui nous permettra du coup de voir un peu vos remarques là-dessus et votre satisfaction et pouvoir nous améliorer pour les prochains webinaires qu'on vous proposera. Alors, hop, je partage l'écran et puis je vais laisser. Alors, il y a des personnes en salle d'attente. Tac. S'il y a des soucis techniques, n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet de conversation. Si vous n'arrivez pas à voir le support ou autre. Marion, est-ce que pour l'instant, vous pouvez me dire si... Alors, je vois le support. Voilà, parfait. Là, Parfait, c'est en c'est bon pour version. vous? Je sais juste pas si je peux le. Du coup, est-ce que je peux. Ah oui, ouais. Je n'ai pas l'impression d'avoir la main dessus, en Vous n'avez pas revanche. la main dessus? Non. Est-ce que vous Donc, préférez peut-être partager votre écran à vous? je peux. Oui, oui, bien sûr, Ouais, je peux bah, je vais arrêter partager le mon partage du écran, coup. Ça sera peut-être plus simple. je pense. Alors, attendez que je ne me trompe pas. J'ai. Là, voilà. Je vais mettre ça là. On va Non, Super. je sais pas. Ah oui, alors par contre, du coup, hop là, ça partage, mais sur un autre écran. Donc, je vais juste, quand même, Bah pour là, vous c'est avoir l'inverse. encore. Vous Ah, voyez, mince. ouais, c'est l'inverse. C'était bon au Ah oui, démarrage. d'accord. Ouais, Comme ça, alors. voilà, c'est ça, exactement. OK. Alors, et comme ça, vous voyez. C'est parfait. C'est OK. parfait. C'est juste que du coup, je vous vois plus. Mais ça, Bon, bah, c'est en un tout petit cas, peu. vous entendrez ma voix s'il y a des questions. Voilà, je me permettrai de vous interrompre, Marion, du Oui, coup. oui, pas de problème. Bon, eh Super. bien, bah, merci beaucoup. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour vous parler de la maladie d'Alzheimer, du cerveau et surtout comment est-ce que justement on peut essayer de préserver la santé de notre cerveau avec cette question finalement, peut-on prévenir le déclin cognitif? Avant de passer sur le vif du sujet, je vais juste vous parler un petit peu de la Fondation Vaincre Alzheimer. Donc, comme Mélissa a présenté, moi, je suis la directrice scientifique de cette fondation qui a trois missions principales. Celle de guérir donc, par le financement de la recherche. Donc, on est un réseau international, un réseau avec les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis, qui permettent justement de financer une recherche internationale sur la maladie d'Alzheimer et les maladies neurocognitives. C'est notre mission principale, mais on a aussi deux autres missions, celle d'améliorer le diagnostic et la prise en soin des malades par la formation de professionnels de santé à travers un diplôme interuniversitaire. On a aussi un annuaire des essais et études cliniques sur les maladies d'Alzheimer et apparentées. Donc, en fait, si vous avez voilà, des proches, etc., qui souhaitent participer à un essai clinique, ils peuvent se connecter à cet annuaire sur Internet et ça permet de voir les annuaires, les essais cliniques qui sont proches de chez vous. Et enfin, on a aussi un comité de patients qui relie justement tous les protocoles, etc., pour que le patient soit vraiment au cœur de la recherche. On a cette troisième mission qui est un petit peu la raison pour laquelle je suis ici, qui est vraiment de sensibiliser donc, le grand public à la maladie d'Alzheimer, mais aussi justement aux moyens de la prévenir. Donc, on a plusieurs canaux sur lesquels vous pouvez voir notre contenu. On a YouTube, par exemple, avec une vidéo toutes les semaines, mais je vous invite aussi à aller voir notre site internet Al Junior qui permet d'expliquer la maladie d'Alzheimer aux plus jeunes. Voilà, c'était tout pour cette petite introduction sur la fondation. Je vais vous parler maintenant donc, un petit peu rapidement de la maladie d'Alzheimer pour remettre un peu dans le contexte. Donc actuellement, il y a presque
2,5 millions de malades de cette maladie d'Alzheimer, compris donc la maladie d'Alzheimer, mais aussi ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs mineurs, c'est-à-dire qui sont des stades très très débutants de la maladie d'Alzheimer. On a à peu près 225 000 cas par an, nouveaux cas tous les ans. Donc, c'est vraiment une maladie qui commence à être extrêmement visible et développée dans le pays, malheureusement. Comment elle a commencé? Donc, cette maladie a été découverte par Alois Alzheimer, qui, dans les années 1900, s'est occupé d'une malade, d'une patiente qui avait vraiment les signes de troubles un peu de la vieillesse. À l'époque, on ne connaissait pas ces maladies neurocognitives, sauf que cette personne-là était assez jeune finalement. Et donc, il s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui était cette nouvelle maladie. Et une fois que la patiente est décédée, il a pu observer son cerveau. Il s'est aperçu qu'il y avait des dépôts un petit peu dans le cerveau qui étaient un peu étranges. Donc, les dépôts qui sont dessinés ici. Oups, pardon. Et donc, ce qu'il a pu observer, c'est que c'était du coup probablement une maladie qui avait entraîné ces troubles neurocognitifs chez cette malade. Et c'est là qu'est apparue donc cette fameuse maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, elle peut, en majorité des cas, elle débute après 65 ans, même autour de 75 ans, 80 ans. Mais dans une minorité de cas, on peut avoir un début de la maladie avant 65 ans, près 5% des cas. Et ça, c'est dû principalement à une forme que maintenant on connaît bien sur la maladie d'Alzheimer, qui est la forme héréditaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des mutations sur 3 gènes particulièrement, donc ces gènes-là avec des noms un peu bizarres, mais c'est des gènes qui vont en fait entraîner l'apparition de ces dépôts qui peuvent être observés dans le cerveau des malades d'Alzheimer. À savoir que du coup, lorsqu'on a ces mutations-là, on va avoir une maladie d'Alzheimer en moyenne autour de entre 51 et 54 ans. Il faut aussi savoir que cette forme héréditaire est extrêmement rare. En France, on en compte à peu près moins de 300 familles. C'est vraiment moins d'1% de la population. Donc, la majorité des cas, c'est vraiment cette forme, ce qu'on appelle sporadique, qui est beaucoup plus représentée. C'est donc une forme multifactorielle où on va avoir plusieurs facteurs de risque. Ça va être des facteurs de risque génétiques et des facteurs de risque plus environnementaux. À savoir aussi que pour ce qui est des facteurs de risque génétiques, pour le coup, ce n'est pas parce qu'on a un gène à risque qu'on va développer la maladie d'Alzheimer et qu'on va aussi le transmettre. Contrairement justement à la forme familiale, la forme héréditaire, qui là est transmissible, et aussi lorsqu'on a la mutation sur ces 3 gènes-là, on a 100% de risque de développer cette maladie. En ce qui concerne les symptômes, on va avoir donc le symptôme le plus connu, bien évidemment, c'est la perte de mémoire. À savoir que c'est la perte de mémoire des faits récents. Donc, c'est vraiment une mémoire un peu spécifique. Hein. C'est pas on perd juste la mémoire comme ça. On va aussi avoir des difficultés à raisonner, à planifier, etc. On a aussi d'autres symptômes qui vont peut-être un peu moins connus. Ça va être, par exemple, s'orienter dans l'espace et le temps. Typiquement, une personne va avoir des difficultés à rentrer chez elle, ou bien va pas savoir dans quelle saison on est, ou même dans quelle année on est. Parfois, on peut avoir aussi des difficultés à utiliser des objets de la vie courante, ou en tout cas ne pas savoir à quoi ils servent, ne plus savoir à quoi ils servent. Des problèmes aussi à communiquer, trouver ses mots. On sent un trouble du langage qui peut apparaître. Et enfin, on peut avoir aussi des troubles, ce qu'on appelle des troubles psychocomportementaux. On va parler plutôt de changements comportementaux. Un patient, par exemple, va peut-être devenir un peu agressif alors qu'il ne l'a jamais été avant, ou bien au contraire apathique, c'est-à-dire à ne plus avoir d'intérêt pour des activités où à l'époque, il prenait vraiment beaucoup de plaisir à les faire. À savoir qu'en fait, c'est vraiment des changements assez francs par rapport à l'état cognitif et comportemental antérieur de la personne. Donc, c'est vraiment sur ces 6 derniers mois. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu un changement sur tous ces symptômes que je viens d'évoquer? Justement, si un doute subsiste, s'il y a une plainte soit du malade
voire même du proche aidant. Je vous ai juste fait un petit rappel du parcours diagnostique qui est idéal de faire dans ces cas-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste. C'est lui qui va pouvoir commencer à vous interroger sur des antécédents familiaux, etc., à commencer quelques examens cliniques, des examens neuropsychologiques, et ça va permettre déjà de voir si à la fois il y a potentiellement des troubles cognitifs, et dans ces cas-là, on passe à l'étape d'après, ou ça peut être aussi parfois des troubles psychiatriques, parce que des fois les symptômes sont vraiment compliqués à différencier. Justement, si jamais le médecin observe un trouble neurocognitif majeur ou mineur, dans ces cas-là, il va prescrire plusieurs examens avant de passer chez le neurologue, le psychiatre ou le gériatre. Ces examens, ils sont ici, donc ça va être une IRM cérébrale afin de voir comment est notre cerveau, un bilan sanguin. Alors, bilan sanguin, c'est pas pour détecter la maladie, c'est pour voir si justement il y a d'autres signaux, d'autres problèmes dans notre corps qui permettraient d'expliquer ces troubles. Donc, ça peut être aussi une échographie thyroïdienne ou d'autres tests neuropsychologiques. L'idée, c'est de vraiment voir justement si ces troubles neurocognitifs ne sont pas dus à d'autres maladies, parce qu'en fait, d'autres maladies peuvent aussi entraîner ces troubles. Ça peut être des AVC, des troubles de la thyroïde, des cancers, etc. Si jamais justement on n'observe pas ce type de maladie, à ce moment-là, on va passer chez le neurologue, le psychiatre et le gériatre qui va avoir du coup en sa possession tous ces examens-là. Donc, ça va pouvoir nous faire gagner du temps finalement pour essayer de repérer vraiment quel type de maladie neurocognitive c'est. Donc, il y aura des examens complémentaires, potentiellement une ponction lombaire ou des imageries un peu plus complémentaires pour voir si on a des marqueurs de la maladie d'Alzheimer, qu'on verra plus tard. Et enfin, après, s'ensuit une stratégie thérapeutique. On va commencer à prévoir de la prévention secondaire ou tertiaire, des plans de soins personnalisés et vraiment un suivi du malade. Cette diapositive, elle est là pour expliquer aussi que c'est très important de se faire diagnostiquer. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de traitement qui permette d'arrêter la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, on peut quand même suivre le patient et on peut quand même faire en sorte qu'il ait une meilleure qualité de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un malade d'Alzheimer? Donc, typiquement, on appelle la maladie d'Alzheimer une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte de neurones, ces cellules de notre cerveau, ce qui fait que sur le fin de la maladie, donc là, on est vraiment sur un stade sévère, on va avoir une diminution du volume du cerveau. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû principalement, c'est un peu historiquement surtout, à deux lésions principales de la maladie d'Alzheimer, qu'on va appeler les dépôts amyloïdes ici. Donc, c'est l'accumulation de petites protéines qui vont former donc ces plaques ici. On peut voir sur ce cerveau-là, c'est des petits points noirs en fait. Donc ça, c'est pas normal. Et la présence de dégénérescence neurofibrillaire. Vous pouvez voir ici que ce sont les dessins, ce que représentaient les dessins d'Alois Alzheimer. Donc, c'est vraiment, on s'aperçoit aussi de la justesse de ces dessins, c'est un peu impressionnant. Ici, vous les voyez en vrai dans une coupe de cerveau également. Et en fait, c'est aussi le neurone qui dégénère suite à l'accumulation d'une protéine qu'on appelle la protéine phosphoto. Mais on s'aperçoit ces dernières années que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas uniquement que ces deux lésions, c'est aussi d'autres anormalités qu'on trouve dans le cerveau. Donc, on va avoir des problèmes dans la communication des neurones ici, des problèmes de neuroinflammation, c'est l'inflammation du cerveau qui, à la base, est quelque chose d'important, cette inflammation, parce qu'elle permet de protéger des attaques de notre cerveau. En revanche, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, elle est beaucoup trop importante. Et dans ces cas-là, ça crée un environnement toxique pour les neurones. Voilà. On a aussi des problèmes génétiques, comme on va le voir, des problèmes de métabolisme de la cellule elle-même. C'est-à-dire que les cellules ne fonctionnent plus correctement. Des problèmes aussi au niveau du système vasculaire. Et donc ça, c'est cette nouvelle piste que l'on peut observer dans le cerveau des malades d'Alzheimer et que la recherche a pu montrer ces dernières années. Plus récemment encore, on s'aperçoit que la maladie d'Alzheimer, c'est peut-être pas qu'une maladie du cerveau. Alors oui, elle se représente bien évidemment le cerveau, mais elle peut être due aussi à d'autres problématiques, d'autres problèmes dans notre corps. Par exemple, voilà, peut-être un mauvais microbiote. Alors ici, c'est des études très récentes. On parle de moins de 10 ans, donc on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais en tout cas, on fait beaucoup de recherches là-dessus,
sur l'impact du microbiote sur la maladie, aussi sur l'impact des infections buccales, donc tout ce qui va être parodontite, etc., qui peuvent avoir un rôle aussi sur cette maladie-là. Et enfin, sur tout ce qui va être des maladies infectieuses de type toxoplasmose, herpès, zona. Dernièrement, par exemple, un vaccin est arrivé pour se faire vacciner du zona à partir de 65 ans. Et finalement, c'est peut-être une bonne chose pour commencer à prévenir le déclin cognitif, même si on n'a pas encore trop de données là-dessus. Ça peut aussi avoir un impact. Donc ça, c'était pour la maladie d'Alzheimer, pour remettre un peu le contexte. Maintenant, justement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut potentiellement la prévenir et comment est-ce qu'on peut prévenir le déclin cognitif de manière générale, parce que j'arrête pas de parler de cognition depuis tout à l'heure, mais en réalité, qu'est-ce que c'est vraiment que la cognition? J'ai fait une petite définition à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble des fonctions supérieures, donc la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, ça va être planification, organisation, flexibilité mentale, l'attention et la cognition sociale aussi, donc ça va reconnaître les émotions, etc. Des gens. Donc tout ça, c'est la cognition et on s'aperçoit que c'est ce qui est assez impacté dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors, comment justement on peut prévenir cela? Alors, on parle de facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, on va avoir deux catégories. On va avoir les catégories de facteurs de risque non modifiables. Donc, ce qui va être la génétique. A priori, pour l'instant, on ne peut pas agir sur notre génétique. Le sexe, pareil. Donc, là, pour le coup, ça peut aussi avoir un impact. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Et l'âge. Donc, l'âge, c'est aussi un facteur de risque non modifiable pour le moment. Après, une question reste un peu en suspens sur l'âge parce que la recherche fait beaucoup de progrès à ce niveau-là et s'aperçoit que globalement, on peut aussi avoir un impact sur l'âge de nos organes. Là, c'est vraiment très, très nouveau, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc, du coup, est-ce qu'on peut vraiment prévenir le déclin cognitif? Eh bien, oui, selon une étude de 2024 qui a recensé 14 facteurs de risque modifiables et qui justement montrerait que lorsqu'on agit sur ces 14 facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire qu'on peut les modifier au cours de notre vie, eh bien, il y aurait 45% des cas de malades d'Alzheimer qui pourraient être évités. Autrement dit, il y a presque un malade sur deux qui serait dû à des facteurs de risque modifiables à notre environnement. Et donc, ces facteurs de risque, on les a un peu classés selon trois catégories, on va dire. On va avoir les facteurs psychosociaux. Donc, les facteurs psychosociaux, ça va être par exemple un faible niveau d'instruction ou d'apprentissage, une dépression, voilà, c'est un facteur de risque. Par exemple, l'isolement social aussi, plus tardif dans la vie. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qu'on appelle psychosociaux. On va aussi avoir les facteurs de risque liés au mode de vie, qui sont peut-être pour le coup sur lesquels on peut un peu plus agir. Par exemple, ça va être le fait de fumer, de consommer de l'alcool, l'hypertension, c'est un facteur de risque aussi important. L'hypercholestérolémie, on le voit là avec 7%, et la perte de l'audition. Donc ça, c'est assez nouveau hein, depuis, et c'est visiblement très impactant sur le risque d'avoir un déclin cognitif. La sédentarité, bien évidemment, il faut bouger. Et enfin, on va avoir les facteurs de risque qui vont être plus de type chimique, physique ou biologique, donc les traumatismes crâniens qui peuvent arriver au cours de la vie, la pollution de l'air et ouais, voilà, c'est ce que sur une slide plus tard, pardon, la pollution de l'air, mais on va le voir aussi potentiellement aussi la pollution plutôt chimique qui est en cours d'étude. Est-ce que, alors tous ces facteurs de risque modifiables, potentiellement, donc on peut agir dessus, mais des fois, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc, je vous ai donné, on va dire, trois facteurs de risque qui peuvent avoir un impact important sur le déclin cognitif et sur lesquels on peut peut-être agir de manière un peu plus facilement, on va dire un peu plus accessible. Ça va être, par exemple, l'hypertension. L'hypertension, maintenant, on peut la suivre beaucoup plus finement. On commence à voir, quand on va chez son médecin régulièrement, il nous teste notre tension et peut nous prescrire justement des médicaments pour agir sur cette hypertension. Et en fait, le simple fait de prendre ces médicaments, déjà,
permettrait de réduire le risque du déclin cognitif. Donc, c'est un médicament à prendre, c'est vrai, mais néanmoins, c'est relativement accessible. La perte de l'audition aussi, on a vu qu'elle avait un impact très important. Et en fait, voilà, le port de dispositifs pour améliorer notre audition permettrait, ou retirer les bouchons des fois qu'on peut avoir, permettrait justement d'agir assez rapidement et facilement sur ce déclin cognitif. Et enfin, l'isolement social, c'est peut-être un peu plus compliqué pour certains, mais globalement, essayer d'aller à des activités avec des groupes, etc. Ça permet déjà d'avoir une action assez forte déjà pour prévenir le déclin cognitif. Bien évidemment, on a une alimentation équilibrée et une activité physique régulière qui joue aussi qui a un fort impact aussi sur la prévention du déclin cognitif, et on va y venir un petit peu plus tard, plus en détail. Et enfin, donc, on a d'autres facteurs qui sont en cours d'étude, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas assez de preuves pour vous dire que c'est vraiment un facteur de risque, mais néanmoins, voilà, le sommeil jouerait quand même potentiellement un rôle. On l'a vu, les infections et le microbiote, et la pollution chimique aussi, qui est actuellement en cours d'étude, d'ailleurs par un groupe français qui travaille activement dessus. Donc, regardons un petit peu plus en détail justement qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à notre alimentation. Qu'est-ce que nous apprend la recherche sur cette alimentation? Alors, dernièrement, il y a plusieurs régimes qui sont apparus, et on s'est aperçu que notamment le régime méditerranéen pouvait avoir un impact fort sur la prévention du déclin cognitif. Le régime méditerranéen, souvent, voilà, on va le décrire de cette manière, sous forme de pyramide. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez les aliments qui sont importants de consommer à tous les repas, voire tous les jours en tout cas. Et plus vous montez dans cette pyramide, plus vous avez les aliments qu'il faut consommer beaucoup moins fréquemment. Donc, parmi les aliments intéressants, on va avoir tout ce qui va être fruits et légumes. Donc ça, c'est vraiment sur tous les régimes équilibrés. Les fruits secs aussi qui peuvent apporter beaucoup de nutriments. On va avoir tout ce qui va être produits céréaliers complets. Donc ça, c'est assez important que ce soit complet. Et plus on avance et moins, voilà, va falloir consommer, par exemple, malheureusement, les sucreries, les pâtisseries, on le voit, hein, c'est, on va dire, une fois par semaine maximum. Et tout ce qui va être viande rouge aussi, poisson. Ce qui était intéressant, c'est qu'une étude a été réalisée en comparant deux groupes justement de personnes. On va avoir un groupe de personnes qui a suivi un régime méditerranéen et un groupe qui a suivi ce qu'on appelle un régime occidental. Et donc là, c'est la pyramide inverse. C'est-à-dire que les personnes consomment beaucoup plus de viande rouge, d'aliments transformés, de sucre et beaucoup moins de fruits et légumes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que globalement, lorsqu'on comparait l'état cognitif de ces deux groupes, on avait un effet bénéfique de ces deux groupes. Donc, pour le régime méditerranéen, sur les protéines toxiques à bêta et tau, sur le débit sanguin cérébral, on verra, c'est important parce que c'est la rapidité avec laquelle notre cerveau il est irrigué. Donc, ça apporte tout ce qui est oxygénation, mais aussi nutriments. Et aussi sur la mémoire. À l'inverse, le groupe qui suivait un régime occidental avait des effets négatifs sur les 3 points que j'ai mentionnés précédemment. À savoir aussi que cette étude-là, elle a montré ses résultats sur les personnes qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs, donc qui n'étaient pas encore malades. Sur les personnes qui avaient des troubles neurocognitifs, on ne voyait pas de résultats, d'où l'importance d'agir presque en amont et le plus tôt possible sur notre alimentation. Un autre régime qui est particulièrement étudié ces derniers temps et qui commence à être de plus en plus connu va être le régime MIND. Le régime MIND, c'est vraiment la contraction de deux régimes. Donc, on va avoir la combinaison du régime méditerranéen, qu'on a vu précédemment, et le régime DASH, qui est un régime conçu surtout pour lutter contre l'hypertension. Donc, ça revient aussi aux facteurs de risque qu'on a vu précédemment, qui va être lui pauvre en sel et en graisse saturée. Et donc, ce régime MIND, il va être catégorisé plutôt sur 10 aliments à privilégier et 5 aliments à limiter. Donc, on est moins sur cette pyramide-là, on est plus sur quelque chose de plus adaptable, on va dire. Parmi ces 10 aliments, on va avoir les légumes à feuilles vertes,
les autres légumes colorés. On s'aperçoit que la couleur revient pas mal sur les légumes, mais c'est surtout dû au fait sur les vitamines qu'ils contiennent. Par exemple, on va avoir des vitamines du groupe B, des caroténoïdes, des polyphénols, et tous ces nutriments sont importants parce qu'ils auraient des effets justement antioxydants ou anti-inflammatoires. Donc, d'où le fait qu'il faille privilégier ce type d'alimentation. Les fruits à coque, le poisson, par exemple, permettent, ou l'huile d'olive, permettent d'apporter tout ce qui va être oméga 3, donc qui sont très, très bons pour le cerveau. Alors, ici, il parle d'alcool, de vin rouge, principalement. Personnellement, moi, je ne le conseillerais pas, parce qu'on l'a vu que la consommation d'alcool est quand même un facteur de risque du déclin cognitif. Là, j'imagine que le vin rouge est listé ici, probablement pour les autres, les nutriments que peuvent apporter peut-être le raisin, etc. Donc, bon, je ne partirai pas sur cette recommandation personnellement. Si vous voulez peut-être tester un autre breuvage à la place, je partirai plutôt sur le café, parce qu'il se trouve que la caféine, ces derniers temps, commence à faire parler d'elle, parce qu'il semblerait qu'elle aurait un effet justement sur le déclin cognitif. Une belle étude est sortie cette année justement. Alors, c'était une étude un peu observationnelle, mais une autre étude est en train d'être réalisée, et c'est en France, à Lille, justement pour voir un petit peu l'effet de la caféine. Et cette fois-ci, c'est avec vraiment deux groupes, un groupe qui n'en consomme pas versus un groupe qui en consomme. J'ai très hâte, et je pense qu'on a tous hâte de voir les résultats de cette étude qui est en cours pour l'instant. Les 5 catégories d'aliments à limiter vont être, comme on l'a vu un peu dans le régime méditerranéen, finalement, la viande rouge, les sucreries, les plats industriels, donc malheureusement le fromage. Mais voilà, tout ça, c'est à limiter. Et sur ce régime, justement, j'ai trouvé une étude française, encore une fois. Donc, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup de recherches en France qui donnent de la belle recherche, qui montre donc c'est une étude observationnelle, qu'on appelle épidémiologique, et qui a observé sur 16 ans le comportement de personnes, et qui sont aperçus que pour les gens qui avaient une meilleure adhésion au régime MIND, eh bien, alors, une meilleure adhésion, ça veut dire qu'en gros, ils suivaient le plus possible ce régime. Donc, en fait, c'est comme si on avait un peu des points. Et à chaque fois, on a des points des points supplémentaires si on consomme les aliments à privilégier, et pas si on consomme les aliments à limiter. Et en fonction des points, on considère qu'il y a une meilleure adhésion ou pas. Et donc, pour les gens, justement, qui adhéraient beaucoup à ce régime MIND, eh bien, on avait 30% de risque en moins de développer des troubles cognitifs par rapport à ceux qui suivaient moins bien ce régime. On s'aperçoit quand même que l'alimentation a un impact. Et ça, on peut l'expliquer. Alors, pas chez des études forcément chez l'homme, parce que là, c'est un peu plus compliqué, mais sur des études, sur des modèles expérimentaux, on s'est aperçu justement que lorsqu'on consommait, par exemple, des oméga 3, eh bien, ça allait agir directement sur ces fameux dépôts amyloïdes, ces plaques amyloïdes dont j'ai parlé précédemment, qui s'accumulent. Donc, par exemple, on va éviter l'accumulation des petites protéines en grosses plaques, et on va même favoriser certaines cellules qui permettent de ce qu'on appelle phagocyter, de manger, d'éliminer ces plaques-là. Donc, on va favoriser leur action. Et donc, globalement, ça pourrait diminuer justement ces plaques amyloïdes. Au niveau du sel, par exemple, il faut quand même faire attention à l'excès de sel. Donc, on sait déjà que ce n'est pas très bon pour tout ce qui est du système cardiovasculaire. On a vu qui est un facteur de risque. Mais aussi, on s'est aperçu qu'on allait avoir une réduction du débit sanguin cérébral, des problèmes de mémoire et d'apprentissage, et justement aussi une accumulation de la protéine tau modifiée, la phospho-tau, justement, qui entraîne ces dégénérescences neurofibrillaires. Donc, on constate que notre alimentation a aussi un impact presque direct sur les marqueurs de la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il maintenant de l'activité physique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la santé de notre cerveau, et qu'est-ce que nous apprend aussi la recherche? Ici, ce sont les recommandations de l'OMS, qui recommande justement pour des individus de 18 à 64 ans de faire au moins entre 150 et 300 minutes par semaine une activité
d'intensité modérée. L'activité d'intensité modérée, en gros, on pourrait l'expliquer par le fait que notre respiration va s'accélérer, mais on n'est pas non plus essoufflé. Donc, en fait, on peut parler à quelqu'un en même temps qu'on fait cette activité. Donc, ça peut être voilà, une marche, etc. L'idée aussi, c'est de diversifier un peu le type d'activité et de faire, par exemple, de la musculation aussi de la souplesse, par exemple. Donc, ça, c'est mieux. Et surtout, et ça, c'est, je pense, peut-être le plus important et ce qu'il faut retenir, limiter le temps de sédentarité. En réalité, c'est vrai qu'on nous parle de faire du sport, mais je pense qu'il faut vraiment parler plutôt d'activité, c'est-à-dire de bouger. L'idée, c'est vraiment de ne pas rester assis trop longtemps dans la journée, assis ou allongé, et de bouger, ça peut être aussi faire une activité de jardinage, par exemple. Donc, trouver l'activité qu'on aime bien, trouver ce qui nous fait bouger et de le réaliser le plus souvent possible dans la journée même. Pour les plus de 65 ans, alors là, on va passer sur des activités physiques qui vont être un peu plus adaptées en fonction voilà, de de la forme des personnes. L'idée aussi, c'est de rester sur des activités variées, peut-être d'insister un peu aussi sur tout ce qui va être de musculation, de la souplesse, surtout pour prévenir les chutes. Alors, bien évidemment, quand je parle de musculation, ce n'est pas forcément des poids, etc. Mais c'est travailler, alors que ce soit avec un kiné, par exemple, ou même avec quelqu'un qui ait l'habitude de travailler avec des personnes plus âgées, de travailler sur des activités qui permettent de maintenir une bonne musculation, finalement. Qu'est-ce que nous apprend la recherche à ce niveau-là? Déjà, on va avoir une augmentation du débit sanguin cérébral, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et en fait particulièrement sur des zones qui sont impliquées à la fois dans la mémoire et aussi dans les fonctions exécutives. On a vu planification, traitement d'information, résolution de problèmes. Donc on s'aperçoit qu'en fait, à ce niveau-là, notre cerveau serait moins irrigué, à savoir qu'avec l'âge, en fait, on s'aperçoit qu'on va avoir un petit déclin du débit sanguin cérébral. Donc finalement, c'est pas plus mal grâce à l'activité physique, de maintenir un bon débit sanguin cérébral. On s'aperçoit aussi que l'activité physique permet de réguler la neuroinflammation. On l'a vu dans la maladie d'Alzheimer, la neuroinflammation, elle est trop présente, elle est trop importante et ça entraîne voilà, un environnement pas bon pour nos neurones. Et donc, on s'aperçoit que l'activité physique permet de réguler cette neuroinflammation, de la remettre à un niveau normal. C'est un point vraiment très intéressant aussi, je trouve, c'est que l'activité physique permettrait d'améliorer la formation de nouveaux neurones. Alors ici, c'est surtout sur des modèles expérimentaux parce que c'est très compliqué d'étudier la formation de nouveaux neurones chez l'humain parce que voilà, ça demande des techniques qui font qu'on a besoin d'aller directement dans le cerveau, donc c'est pas forcément évident. Néanmoins, on s'est aperçu que globalement, quand on faisait l'activité physique, on avait l'augmentation de plein de protéines très très bonnes pour notre cerveau et surtout pour nos neurones, et ça favorisait la formation de ces nouveaux neurones, qu'on appelle la neurogénèse d'ailleurs, et ça permettrait notamment d'augmenter une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est ici, cette région étant aussi très impliquée dans la mémoire. Et c'est une région, par exemple, qui peut être, dont le volume est diminué dans le cas des malades d'Alzheimer. Voilà, encore une fois, un lien assez direct. Et lien encore plus direct, il semblerait aussi que l'activité physique permettrait de diminuer à la fois les plaques amyloïdes et la présence de cette protéine toxique phosphorylée, ici, qui entraîne cette dégénérescence neurofibrillaire. Donc, on s'aperçoit voilà, vraiment de l'impact direct de l'activité physique sur toutes ces fonctions cérébrales qui sont indirectement ou directement liées à un déclin cognitif avec l'âge. Enfin, on a, et donc, sur beaucoup d'études que je vous ai présentées, la plupart montrent en fait, et notamment la principale étude qui parle des 14 facteurs de risque, là, c'est des études épidémiologiques observationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on prend une population générale qu'on va suivre sur des fichiers,
fichiers médicaux, qu'est-ce qu'ils ont, et on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, comment ils ont mangé, etc. Mais c'est un peu déclaratif et donc du coup, même si ça nous donne des éléments très importants, ça apporte quelques preuves, mais ça ne permet pas de finalement démontrer ces preuves-là. Et c'est là qu'intervient du coup les études, les essais cliniques, les études cliniques, et notamment ici, je vais vous parler d'une étude qu'on appelle multidomaine, c'est-à-dire que cette étude-là, elle a pris les principaux facteurs de risque sur lesquels on peut agir et elle a essayé de demander aux gens de faire tout ça et de voir est-ce que ça va vraiment les impacter sur leur cognition. Et donc pour ça, ils ont comparé deux groupes. Un groupe qu'ils ont appelé autonome, où là, on a juste dit au groupe, voilà ce qui est bien de faire dans la vie, donc de l'activité physique, bien manger, etc., avec un peu de suivi, mais pas beaucoup. Et un autre groupe assez encadré, où là, on leur a demandé de faire, on a donné un protocole très exigeant, globalement, faire de l'activité de physique, plutôt endurance, 4 fois par semaine, de la musculation et de la souplesse aussi 4 fois par semaine, avoir une nutrition au quotidien équilibrée, donc je crois qu'ils suivaient le régime MIND dans cette étude-là. Aussi faire de la stimulation cognitive 3 fois par semaine, et il y avait énormément de suivi. On faisait en sorte aussi de créer un lien social, un réseau social important. Et enfin, il y avait un suivi clinique, plutôt cardiovasculaire tous les 3 à 6 mois. On s'aperçoit, c'est qu'ici, vous avez une courbe, et ce qu'on observe, c'est que plus c'est haut, plus en fait, on va avoir une cognition, une meilleure cognition en fait, sur les tests moyens. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que déjà, chez les deux groupes, ça augmente. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand même, le premier groupe a suivi probablement les recommandations qu'on leur a données et que voilà, il y a un effet. Mais c'est surtout que sur le groupe encadré, eh bien, à chaque fois, ils performaient au niveau de la cognition. Il y avait une meilleure performance en moyenne sur tous les tests cognitifs qu'on leur a demandé de faire. Donc, voilà, très, très intéressant de voir que lorsqu'on suit deux groupes et qui est sur une étude qui est vraiment bien suivie, bien encadrée, eh bien, on observe qu'il y a réellement un effet lorsqu'on agit sur beaucoup de facteurs différents. Donc, je vais finir par vous donner tous les petits conseils ou des petits points intéressants à suivre, voilà, pour préserver vraiment sa santé cognitive. On l'a vu, donc, pratiquer une activité physique régulière. J'insiste sur le fait que l'idée n'est pas de courir un marathon toutes les semaines, hein. C'est vraiment de éviter la sédentarité, bouger, faire une petite marche, par exemple, pour les gens qui ont tendance aussi à prendre les transports en commun, s'arrêter une station avant, comme ça nous permet de marcher un peu plus longtemps. Pour voilà, jardiner si c'est quelque chose que vous aimez faire. Vraiment, toute activité qui nous permette de bouger, eh bien, c'est bien de la faire, et c'est bien de la faire régulièrement dans la journée. Maintenir le lien social, c'est vraiment très important aussi. On s'aperçoit que c'est un facteur très, très important et très clé pour préserver le déclin cognitif. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut combiner les deux et les trois même pour la stimulation cognitive, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller dans des groupes finalement pour pratiquer votre activité physique ou pour stimuler votre cerveau. J'en ai pas trop parlé sur comment est-ce qu'on peut stimuler notre cerveau, mais en fait, alors c'est vrai que souvent on va penser à des tests de type, pardon, pas des tests, des petits jeux de type Sudoku, mots croisés, c'est vraiment très bien de le faire. Mais en fait, on peut, le mieux pour stimuler notre cerveau, finalement, c'est un peu l'apprentissage. Donc n'hésitez pas à apprendre une nouvelle activité, une nouvelle langue, un instrument de musique. Ça va être aussi, je sais pas, un jeu de société. Donc en plus, ce qui est très bien, c'est que le jeu de société, ça se fait en société, donc avec des gens. Si vous n'êtes pas trop de ce type-là, il y a aussi les activités manuelles hein, qui sont très, très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à des activités, à des groupes, etc. Et en fait,
le plus vous apprenez et puis le mieux votre cerveau sera stimulé. On l'a vu, une bonne alimentation, régime méditerranéen, régime MIND, voilà, enfin, les 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai qu'on en entend parler tous les jours, mais en réalité, c'est important de vraiment faire en sorte d'avoir une bonne alimentation. Et aussi, super important, suivre son hypertension, surveiller les risques cardiovasculaires. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, on s'est aperçu, comment est-ce que sont arrivés finalement ces 14 facteurs de risque? À l'époque, il y en avait 12 et avant, il y en avait encore moins. C'est parce que, à la base, je crois que c'était dans les années 2010, on avait estimé le nombre de malades d'Alzheimer en 2020, quelque chose comme ça, sur un nombre très, très important. Et on s'est aperçu finalement, arrivé en 2020, ou ces années-là en tout cas, le nombre n'était pas si important que l'estimation de départ. Et qu'est-ce qui avait changé un petit peu depuis une vingtaine d'années surtout? Eh bien, c'est comment était suivie notre hypertension. Notamment maintenant, on prend beaucoup moins de risques et dès qu'un malade, ou en tout cas, pardon, une personne commence à avoir un tout petit peu d'hypertension, 14, eh bien, on le met directement sous médicament pour diminuer cette hypertension. Et donc, ce meilleur suivi cardiovasculaire de manière générale a probablement, ça reste des hypothèses parce qu'on ne pourra pas vraiment le prouver d'une manière concrète, a probablement évité cette surestimation finalement de malades d'Alzheimer en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment important voilà, de bien surveiller cette partie-là parce que on a les connaissances maintenant pour traiter ce type de risque. Voilà, d'autres, bon, là, c'est presque de la répétition, mais finalement, c'est pas plus mal parce que comme ça, on comprend bien où est-ce qu'il faut agir. On l'a vu, activité physique, 150, 300 minutes de marche. Alors, j'ai mis de marche, mais encore une fois, ça peut être vraiment n'importe quel type d'activité qui vous plaît. Une alimentation saine, donc 2 types de régimes. La prévention des risques cardiovasculaires, la lutte contre l'hypoacousie, vraiment, n'hésitez pas, même pour vos proches, etc. Enfin, je sais que personnellement, par exemple, j'ai eu des grands-parents qui parfois voulaient vraiment pas mettre des dispositifs. Maintenant, ils sont tout petits, etc. Quand la personne n'entend plus correctement, elle va vraiment se mettre dans sa bulle. Elle va plus pouvoir interagir avec les gens. Et on l'a vu, la sociabilisation est extrêmement importante pour éviter le déclin cognitif. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'intéresser à ce problème également. Éviter le stress. Pas trop d'automédication, parce que parfois, certains médicaments, donc là, on est plus sur de la prévention secondaire ou tertiaire, peuvent augmenter le risque. Voilà, donner à votre cerveau de la nourriture intellectuelle, sociale, culturelle, spirituelle, artistique, tout ce que vous pouvez apprendre. Hein. Ce n'est pas parce que on commence à apprendre de l'âge qu'il faut arrêter d'apprendre des nouvelles choses, au contraire. Et voilà, donc, à savoir aussi que on peut vraiment agir sur finalement notre vieillissement. On peut faire en sorte de mieux vieillir, de bien vieillir. On a plein de facteurs de risques modifiables qui existent maintenant. À savoir également qu'il y a aussi des facteurs de risque non modifiables. La génétique joue aussi a une part très importante dans le déclin cognitif. Et donc, bien évidemment, parfois, même si on fait tout bien, il peut arriver qu'on développe une maladie de par des aspects plutôt génétiques ou autres, sachant qu'en plus, on ne peut pas forcément agir sur tous les facteurs de risque. Parce que voilà, c'est un peu aussi sur ces dernières diapositives que je voudrais porter un peu votre attention, à savoir que l'idée aussi, c'est de ne pas être moralisateur et bien s'imaginer que on ne peut pas tout faire à l'échelle individuelle. Il faut aussi de l'aide d'un point de vue beaucoup plus, on va dire, gouvernemental. Et je me permettrai de citer donc deux chercheuses qui justement pointent un peu du doigt ce point-là, qui disent si l'on s'appuie uniquement sur la volonté individuelle, seules quelques personnes déjà très engagées feront un bilan complet de leur vie pour agir sur leurs risques. Mais au final, on ne touchera qu'une minorité très spécifique. Celles et ceux qui font déjà tout bien et qui appartiennent pour la plupart à une catégorie socio-économique élevée. Donc, l'autre chercheuse complète, j'imagine plutôt des politiques incitatives qui encouragent des comportements protecteurs,
par exemple rendre les salles de sport gratuites à partir d'un certain âge, ou repenser l'aménagement du territoire pour faciliter la marche au quotidien. Un exemple très concret de ça, par exemple, ça va être le Nutri-Score. C'est vrai que c'est un dispositif qui s'est vraiment mis en place au niveau national. Je crois même que maintenant certains pays européens le commencent. Et on s'aperçoit que déjà, ça indique à une majorité de personnes sur un produit similaire, lequel qui potentiellement serait un peu meilleur pour notre santé. Et sur des points assez faciles, qui est juste de suivre une échelle. Il n'est pas parfait, bien évidemment, comme beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est déjà un premier pas justement pour voilà, faire en sorte que on puisse mieux vieillir et qu'on ait de l'aide pour s'engager dans ce bien vieillir. Si vous voulez en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer, mais aussi sur la prévention, parce qu'on publie tous les ans un rapport, justement, alors il est un peu lourd, c'est-à-dire qu'il y a quand même 60 pages d'écrits sur la maladie, mais vous saurez tout sur la recherche sur la maladie d'Alzheimer, sur la recherche sur le diagnostic aussi, et comment est-ce que on a d'énormes progrès à ce niveau-là. Et le dernier en date, c'est sur lui, justement, sur prévenir les déclins cognitifs. Donc, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, et vous en saurez encore plus de tout ce que je viens de vous annoncer. Là, ce sont mes sites internet si vous voulez en savoir plus aussi sur la recherche, des brochures si ça vous intéresse, notre chaîne YouTube. Mais voilà, ça c'est juste si vous voulez aller plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et du coup, je serais ravie de prendre des questions s'il y en a, si vous voulez compléter ma longue présentation. Je vais juste Merci. peut-être arrêter le partage pour vous revoir tous, non? Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, Marion, pour cette présentation qui est très complète et voilà, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai appris énormément de choses et Super, je pense que ce sera c'est le cas l'objectif. des participants. Donc, pour l'instant, on avait deux questions. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur l'onglet conversation, si vous êtes sur le format ordinateur, c'est l'onglet le plus à gauche en haut. Alors, on a une première question, c'est donc comment améliorer son microbiote pour diminuer les risques? Ah oui, c'est vrai que donc du coup, j'ai parlé du microbiote. Euh, Pour l'instant, on n'est pas trop. En fait, la recherche travaille sur ce microbiote-là, mais on n'a pas de recette miracle qui permet de nous dire, voilà, avec tel microbiote, je suis sûre d'avoir un déclin cognitif préservé, enfin une cognition préservée. C'est vraiment, on en est vraiment un peu au tout début de cette recherche sur le microbiote. D'ailleurs, cette recherche sur le microbiote ne s'intéresse pas que au déclin cognitif, hein, c'est vraiment on s'aperçoit que ça peut vraiment avoir un impact sur notre corps. Ça a un impact aussi sur la dépression, par exemple. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très complet. Maintenant, ce qui semblerait être conseillé le plus, c'est de l'alimenter comme ce qui nous est conseillé, c'est-à-dire avec beaucoup de fibres, de faire en sorte que ces fameuses bactéries que l'on a dans notre intestin, des bonnes bactéries, déjà, de faire en sorte qu'elles survivent, enfin, qu'elles restent dans notre intestin, donc ces bonnes bactéries, mais aussi de les alimenter correctement. Et visiblement, les fibres sont déjà des aliments qui sont très bons pour notre microbiote. Et donc, ça coïncide finalement avec ce régime ces régimes que j'ai proposés, où voilà, on propose beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes. Donc, où vous pouvez trouver aussi beaucoup de fibres. Très bien, merci pour votre réponse. On avait une autre question, c'est du coup comment réaliser une stimulation cognitive journalière? Oui, ça, je me doutais de cette question. Bon, je pense que déjà, ça n'a peut-être pas. Enfin, là, on parle de journalier. On n'est peut-être pas obligé de s'imposer aussi toujours quelque chose de très drastique. Si déjà on le fait régulièrement dans la semaine, c'est très bien. Alors, vous avez soit comme je disais, hein, différentes activités que vous pouvez faire en groupe et dans le sens de l'apprentissage, par exemple. Je ne sais pas, par exemple, si vous ne connaissez pas le tricot, apprendre à faire du tricot ou de la poterie. Après, vous avez au quotidien des applications qui peuvent aider des fois hein, sur les portables avec des petits jeux, etc.
la problématique de ces applications-là, c'est que toutes n'ont pas été vraiment testées d'un point de vue purement recherche et scientifique. Donc, en fait, on ne peut pas savoir si ces applications-là vont vraiment avoir un impact sur notre cerveau et sur notre déclin cognitif. Certaines implications sont dans cette démarche de faire de la recherche. Donc, du coup, je ne suis pas trop sûre si je peux faire de la publicité, mais voilà, il y a certaines applications qu'on appelle Five Lives, par exemple, qui proposent des séances justement un peu quotidiennes de stimulation. Maintenant, il n'y a pas encore eu d'études spécifiques qui ont été réalisées sur ces applications-là, mais ils sont dans cette démarche de faire de la recherche pour justement voir s'il y a un effet d'être sur ces applications-là. Donc, il y a voilà, toutes ces petites choses, bien évidemment. Voilà, si vous aimez faire vos mots croisés, vos sudoku, toutes ces petites choses un peu au quotidien qui nous font un peu réfléchir, on va dire, bah, c'est idéal. Je sais que par exemple, il y a aussi parfois des conférences qui sont données. Alors, par exemple, ne serait-ce que venir à ce type de conférence, vous apprenez des nouvelles choses, vous vous intéressez en fait. La curiosité, c'est super important, je dirais. Donc, au quotidien, c'est compliqué de donner un protocole qui marcherait à tous les coups, hein. Si on connaissait, je pense que tout le monde s'y mettrait. Néanmoins, là, je pense par exemple dans l'étude qu'ils avaient utilisée sur l'étude où on fait et de l'exercice physique et de la bonne alimentation et de la stimulation cognitive, ils utilisaient une application qui s'appelait, je crois, Brain HQ. Je ne sais pas trop si elle est, parce que c'était une étude américaine, je ne sais pas si elle est encore très présente en France. Donc, à voir. Mais globalement, voilà, si vous avez des petits jeux qui vous intéressent et qui font travailler le cerveau, bah, c'est super. Si en plus vous pouvez les faire quotidiennement, c'est encore mieux. Si maintenant vous arrivez à vous inscrire à des activités qui vous intéressent aussi et qui vous permettent d'apprendre. Je pense que vraiment, pour moi, la clé, c'est un peu voilà, ce côté un peu apprentissage. Clairement, on Très, voit que ça fait des bons effets sur le cerveau. très bien. On avait une autre question. Alors, enfin, j'imagine que c'est une question parce que du coup, une personne a noté déclin cognitif, c'est forcément lié à l'Alzheimer. Donc, c'est peut-être une question qui veut dire est-ce que le déclin cognitif est, Oui, voilà, est forcément je lié à comprends, la je maladie comprends. d'Alzheimer ou pas? Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé, à chaque fois, je parle de diminuer le risque d'avoir un déclin cognitif parce que tout dépend de. Enfin, parce que la maladie d'Alzheimer, on va dire, c'est une partie des maladies, c'est une maladie parmi d'autres maladies neurocognitives. Donc, globalement, on va avoir la maladie d'Alzheimer dont vraiment les symptômes, ça va être très proche justement de ce déclin cognitif. Donc, en gros, voilà, on a une bonne cognition et puis avec cette maladie-là, on va avoir une moins bonne cognition. Mais on va avoir d'autres maladies de type maladie à corps de Lévy, de type des résistances proto-lobaire temporale. Donc, ces maladies-là ont une part de cognition aussi, mais ça ne va pas forcément être le symptôme majoritaire, par exemple, mais globalement, on peut aussi agir potentiellement en amont sur ces maladies-là, sur la cognition, on va dire. Et c'est vrai que là, la plupart des études s'intéressent à la cognition, donc c'est-à-dire que les tests que l'on fait sont vraiment sur notre cognition. Et donc, quand je parle de déclin cognitif, je parle plutôt en termes de progression, c'est-à-dire de passer d'une cognition qui est entre guillemets parfaite à une cognition qui commence à décliner, à ralentir et du coup, à la fin, on peut avoir des difficultés à mémoriser des choses, à apprendre des choses, euh, voilà, s'orienter, etc. Et dans ce cadre-là, quand les symptômes commencent à être plus importants, ou en tout cas quand ils commencent à nous perturber dans notre vie quotidienne, à ce moment-là, on va commencer, on peut être diagnostiqué et à ce moment-là, on parle de maladie d'Alzheimer. D'accord. Très bien, On est merci. diagnostiqué. Je ne sais pas si Euh, j'étais très claire. si, enfin, en tout cas, Ah, moi, j'ai pu, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas hein, dans le chat, dans l'onglet conversation. On a une cliente qui a redemandé le nom de l'application que vous aviez oui. partagé tout à l'heure.
Alors, attendez, en fait, je vous ai perdu. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur. Alors, Ah, je pense que vous me voyez toujours. oui, on vous voit. C'est vrai que Oui. ça bug Bon, un bah, c'est pas petit grave. peu, mais ça monte. J'ai de mon côté un écran noir, mais j'espère que ça ne va pas couper. L'application, c'est Five. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est Five Live. Donc, Five Lives, il me semble. Voilà. Donc, après. Moi, je n'ai jamais personnellement téléchargé cette application. En plus, il me semble que vous avez une partie gratuite, mais qu'après, elle doit devenir payante. Donc, voilà, je suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit. Je sais juste que eux, ils sont dans une démarche de recherche, mais pour l'instant, on n'a rien montré particulièrement sur cette application. Voilà. Mais voilà, si ça peut donner déjà une idée mais peut-être qu'il y en a peut-être bien d'autres aussi hein, qui existent sur les smartphones, etc. Très bien. Ben, un grand merci Marion. Alors, bon, on n'a pas d'autres questions. Je pense que tout est clair pour tout le monde. En tout cas, un grand merci à vous, à la Merci Fondation Vaincre beaucoup. Alzheimer, voilà, pour l'animation de ce webinaire. On espère que vous avez appris des choses à mettre au quotidien, du coup, hein, pour préserver sa santé cérébrale. Euh, et puis, voilà, en tout cas, c'était voilà, un bon moment qu'on a pu, je pense, tous passer. Je vais vous mettre, comme je l'avais dit en début de webinaire, le lien du questionnaire de satisfaction dans l'onglet conversation, si ça ne vous gêne pas de prendre 2-3 minutes pour le remplir. Et puis, bah, voilà, je serai heureuse de vous accueillir pour nos prochains webinaires, notamment au mois d'avril, qui sera sur la thématique de l'aménagement de l'habitat, voilà, pour préserver son autonomie à domicile. Donc ça sera au début avril, où vous recevrez du coup par mail l'invitation notamment. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Marion. Bah, Ah, je merci pense que à je vous vais reprendre tous. juste l'onglet questions-réponses. J'ai peut-être eu... Ah bon, c'était quelqu'un qui nous remerciait. Un grand merci, très bonne approche de cette maladie. Bah, Voilà, on a des remerciements de bah, participants. c'est super. C'était avec plaisir que j'ai été là et merci aussi pour vos questions. Et bravo, bah, justement, voilà, d'apprendre des nouvelles choses et de vous sensibiliser à ce type de maladie et à comment surtout la préserver, en tout cas. Enfin, préserver votre Merci. émission plutôt. Merci beaucoup. Et oui, alors pour les questions, un replay sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire. Donc, il n'y a pas de souci si vous n'étiez pas présent au démarrage. Si vous avez repris le webinaire en cours de route, vous recevrez le replay du coup pour le regarder à tête reposée. Voilà. Bah, merci beaucoup Merci et puis à beaucoup. très bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir, merci. Au revoir.